Bonjour tout le monde. J'invite tout le monde à prendre place. Nous allons démarrer ce panel ensemble. Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi d'être là aujourd'hui pour animer ce panel autour de la place des femmes dans les métiers de la supply chain. Un enjeu stratégique et qui met en place l'importance de la femme dans ce métier, historiquement connu comme un métier très masculin. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'organiser ce panel avec des directrices en supply chain pour justement démystifier le métier et pour pouvoir ensemble partager avec vous des retours d'expérience, les défis et la vision du métier. Alors, historiquement très masculin, le transport et la logistique comptent aujourd'hui de plus en plus de femmes qui agissent à tous les niveaux des organisations. Cette progression reflète une prise de conscience importante des entreprises quant à l'importance de la diversité. La mixité est un gage de performance et de développement dans tous les secteurs d'activité. Pourtant, des obstacles persistent et donc qui nécessitent des actions concrètes. À travers ces témoignages, nous allons voir ensemble les actions qui peuvent être mises en place. Nous allons voir aussi des initiatives stratégiques qui ont été mises en place au niveau de la supply chain, comme l'intelligence artificielle, la digitalisation, l'innovation circulaire. Et nous allons ensemble finir avec un call to action pour vous tous, pour justement encourager la diversité et l'inclusion au sein des entreprises. Alors pour ce panel, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous des directrices en supply chain qui travaillent dans différentes organisations et qui vont partager avec nous leur expérience. Je présente Madame Myriam El-Mernissi, d'abord directrice en supply chain de les eaux minérales d'Ouelmès. Merci de nous rejoindre. Alors Myriam, avec plus de 15 ans d'expérience dans la supply chain au sein des grandes entreprises agroalimentaires et FMCG, tu as construit un parcours riche à l'intersection des opérations, de la logistique et de la transformation des organisations. Ingénieure de formation en génie mécanique, Myriam a su réussir une transition vers les métiers de la supply chain. Elle a piloté en parallèle des projets stratégiques couvrant les volets industriels, énergétiques et commerciaux. Ton expérience, Myriam, t'a permis d'accompagner des projets de transformation à fort impact, alliant performance opérationnelle, optimisation des flux et développement des activités. Merci, Myriam, d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'invite Madame Dounia El-Zraq. Madame Dounia El-Zraq, Supply Chain Manager chez L'Oréal Maroc. Myriam, avec plus de 17 années d'expérience, ton parcours dans des environnements internationaux et multiculturels exigeants, allié à ta maîtrise des enjeux de transformation et d'excellence opérationnelle, apporte un regard pertinent sur les défis actuels des organisations. Merci Dounia d'avoir accepté notre invitation. J'invite Madame Sarah Drissi, Sales and Operation Planning Director at OCP NutriCorps. Alors Sarah, tu es une créatrice de connexions, une bâtisseuse de relations et une fervente défenseuse des femmes et de la diversité. Sarah possède 17 ans d'expérience dans la supply chain avec un parcours reconnu dans la constitution d'équipes performantes et la création d'un impact concret sur le business. Sarah apprécie particulièrement les périodes de transformation à fort impact. Ayant travaillé en Europe, en Asie et en Afrique, elle a acquis une riche expérience dans les environnements multiculturels et une grande capacité à évoluer avec succès dans des contextes diversifiés. Merci Sarah d'avoir accepté notre invitation. J'invite Madame Hafsa Arif. Hafsa Arif, Logistique Country Director de Decathlon Maroc. Alors Hafsa, tu es une passionnée de la supply chain et du sport.
notamment de course à pied, de fitness et de basketball. Après une première expérience terrain chez la Belle Vie, tu as rejoint Decathlon il y a 7 ans, où tu as réussi à réunir tes deux passions, le sport et la logistique. Grâce à ton mindset orienté performance et évolution continue, tu as gravi rapidement les échelons et relèves aujourd'hui un nouveau challenge en prenant également en charge l'animation de la Côte d'Ivoire comme second pays. Merci Hafsa d'avoir accepté notre invitation. Alors. Rebonjour. Alors, avant de parler du métier de la supply chain, j'aimerais d'abord revenir sur votre expérience. Vous avez toute une expérience assez riche, que ce soit dans le métier de la supply chain, dans l'évolution de votre carrière. Il y a eu des pivots, il y a eu des shifts, il y a eu pas mal d'opportunités. On aimerait connaître un peu plus votre trajectoire et savoir finalement qu'est-ce qui vous a aidé, comment vous avez pu saisir ces opportunités et qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui justement au sein de vos organisations avec ce nouveau défi et avec cette ambition de développer la supply chain et notamment la place de la femme au sein des organisations. Alors je vais peut-être démarrer par Dounia. Dounia, ton parcours est très riche et structuré. On aimerait savoir, est-ce que ton parcours, tu l'as construit de manière stratégique ou plutôt en saisissant les opportunités à fur et à mesure? Si tu peux partager avec l'audience ton ascension, ton expérience, ta trajectoire et partager avec nous justement ce qui t'a aidé à relever le défi. Alors bonjour à tous, merci Selma pour cette belle introduction. Je dirais que mon parcours est un équilibre des deux. Donc il est vrai que j'ai toujours eu une boussole assez claire, c'est-à-dire découvrir l'ensemble des dimensions de mon métier. Mais je dirais qu'à l'intérieur en fait de ce cap, je me suis laissée en fait saisir les opportunités qui m'ont façonnée. Alors je me suis beaucoup construite à travers des opportunités de transformation. J'ai eu l'occasion de participer à différents projets structurels dans plusieurs entreprises. Comme exemple, je citerai la mise en place de départements planning dans des entreprises où en fait la fonction n'est pas très structurée, voire même inexistante parfois. Donc il fallait tout builder from scratch. Ou encore participer en fait au redesign de modèles organisationnels existants dans des multinationales cette fois-ci où la supply chain est très mature. Et donc ça permet d'avoir une autre vision de la supply chain. J'ai également participé à des projets de transformation digitale via l'implémentation de RP. Donc je dirais que en fait mon parcours ne s'est pas construit comme une ligne droite. Bon oui, il est vrai, j'avais une direction de fond, mais je pense que la richesse en fait de mon parcours, c'est que j'ai su rester ouverte en fait aux différentes opportunités de transformation dans des différents environnements qui sont vraiment très différents. Et tout cela m'a permis d'élargir toute cette vision de la supply chain en fait. Super, merci beaucoup Dounia. Donc restez ouvert à saisir les différentes opportunités et puis participer à des gros projets de transformation, des projets organisationnels et structurer le métier de la supply chain. Merci pour ton partage. Je me retourne vers toi, Myriam. Alors, Myriam, tu as connu plusieurs pivots dans ta carrière. Tu as pas mal changé de trajectoire. Qu'est-ce qui t'a donné la confiance d'oser ces changements? Merci Selma. Je tiens tout d'abord à remercier, je prends un petit passage très rapide pour remercier les organisateurs pour cette initiative d'organiser ce panel et cet espace d'échange et de partage. Je suis vraiment heureuse et honorée de me retrouver aux côtés de belles femmes inspirantes à discuter d'un sujet qui est très inspirant et qui nous motive toutes.
Alors, pour revenir sur ta question, Selma, oui. Donc, à la base, je suis une ingénieure en génie mécanique. Mais il faut dire que, c'est-à-dire dès le début, il n'a jamais été dans mes plans d'évoluer d'une manière constante selon des cases figées. C'est-à-dire ce qui m'animait le plus, c'est la découverte, c'est l'exploration, c'est d'essayer et d'aller vers de nouveaux défis. Donc oui, au début de ma carrière, j'ai fait des passages au niveau d'entreprises qui relèvent de mon domaine technique, donc l'aéronautique, l'activité des barrages, etc. Mais aussi, des fois, j'ai pris des risques qui étaient mesurés. Donc, notamment, j'ai travaillé dans le secteur du tourisme, au sein du ministère du Tourisme. Donc, c'est un passage qui m'était très bénéfique. Donc avant de décider d'aller vers la supply chain, qui est un domaine très passionnant et qui offre, au fait, c'est un métier qui offre un environnement très complexe, donc c'est un challenge déjà. Mais qui m'a permis aussi à l'intérieur de la supply chain de prendre beaucoup de risques, beaucoup de challenges, de faire beaucoup de pivots, comme pour reprendre vos mots. Mais au fait, comme j'ai dit, ce qui m'animait, c'est plus la volonté d'aller vers de nouveaux horizons, de nouveaux challenges. Par rapport à la confiance, alors il faut dire que ce n'est pas une condition nécessaire. Donc, avant de de relever de nouveaux défis, c'est-à-dire il ne faut pas toujours avoir confiance. La confiance, elle se construit. Donc, comment? C'est en avançant sur notre parcours, en allant de l'avant, en prenant en relevant des défis, les réussir, et en se voyant réussir ces défis, c'est comme ça qu'on se dit, eh ben oui, on était capable de le faire, et c'est comme ça qu'on arrive à construire de la confiance. Et honnêtement, donc je dois dire que, c'est-à-dire ce sont les transitions les plus inconfortables dans mon parcours qui m'ont permis de construire une carrière, de faire des jumps intéressants et importants vers l'avant et de construire une confiance en moi qui est assez solide. Super, merci beaucoup Myriam pour ce message très fort qui encourage la mise en action en fait, parce que c'est en se mettant en action qu'on apprend, qu'on prend le risque bien sûr, mais c'est là où la confiance elle se construit, on avance et on évolue dans la carrière. Merci beaucoup Myriam pour ce témoignage. Alors je vais passer à Sarah. Sarah, tu as eu une trajectoire également très très riche, que ce soit au niveau international et national au Maroc. Alors, à quel moment dans ton parcours tu as senti un vrai shift vers plus de leadership? Parce qu'à la base, il y a le métier de la supply chain, un métier très technique. Et puis, par la suite, il y a eu un shift aussi, un pivot, hein, on en parle, pour plus de leadership et pour vraiment être dans ce côté où l'humain prend une place importante. Merci Slima pour cette introduction. Comme Myriam, je suis très contente d'être aujourd'hui entourée de cette femme dans les métiers de supply chain. Effectivement, il y a eu un shift, vraiment un pivot dans ma carrière, mais aussi dans ma vie personnelle. C'est quand j'ai décidé en fait de vivre et de travailler en Asie. Et c'est là où je me suis retrouvée en fait dans un environnement complètement inconnu, c'est-à-dire qu'on devait gérer des gens pour gérer et livrer des projets assez complexes. En fait, c'était dans un contexte de transformation, de mise en place de d'ERP SAP. Et en face, j'avais des gens de culture qui étaient très très loin de la mienne. Je n'avais pas de repères et de code. Et je voyais qu'on avançait certes, mais pas à la vitesse qu'on souhaitait. Et je me suis rendu compte que la barrière, comme tu le dis si bien, Slima, elle n'est pas technique, mais elle est vraiment humaine. Du coup, il fallait aller au-delà des hard skills et essayer de comprendre en fait les gens qu'on a en face, parce que quand on n'a pas de repères, ce qui est magnifique, c'est qu'on apprend à lire les gens. Parce qu'on se dit qu'on doit travailler ensemble et quand il y a des problèmes, il va falloir les résoudre ensemble et écouter. En fait, ce qui m'a appris le plus à l'expérience, c'est écouter pour comprendre.
pas écouter pour répondre. C'est vraiment ce qu'on appelle l'écoute active. Et ça, c'est le premier niveau vers en fait ce qu'on appelle vraiment l'empathie. C'est-à-dire, non seulement j'écoute et je te comprends, mais je me mets vraiment à ta place et je me dis, OK, qu'est-ce qui empêche ce collaborateur d'aller de l'avant et de réussir en fait les difficultés que elle ou il rencontre lors de ce projet. Et en mettant en fait de l'humain au centre, en étant un leader plus empathique, les choses tout de suite avancent de manière beaucoup plus fluide. Et c'est en même temps plus agréable quand on travaille en fait dans la confiance, c'est plus serein et magic happens et on arrive à obtenir les objectifs souhaités dans les délais souhaités. Voilà ce que je dirais qui a vraiment changé ma façon et mon leadership style, si je peux l'appeler comme ça. Merci beaucoup Sarah d'avoir mis en lumière justement ce côté human-centric, donc l'humain au centre des échanges, l'humain au centre de la réflexion, et que finalement le métier de supply chain est un métier technique qui demande beaucoup d'expertise, mais le côté humain, cette empathie, ce leadership, cette écoute permet d'évoluer et permet de relever les défis. Merci pour ce partage. Alors Hafsa, tu as évolué rapidement justement à travers les métiers et les responsabilités chez Decathlon. Donc on a échangé ensemble et justement en 7 ans, je pense que tu as eu plusieurs évolutions assez rapides. Avec le recul, quels a été selon toi justement les principaux leviers qui t'ont permis d'avoir cette évolution assez rapide? Tout d'abord, de ma part aussi, je remercie Seali d'avoir pensé à moi pour être autour de cette table ronde sur un sujet qui nous inspire toutes et tous, j'espère. En tout cas, c'est vrai, que mon parcours chez Decathlon était une véritable aventure et il a été caractérisé par la rapidité. En 7 ans seulement, j'ai pu faire 4 métiers différents. Et sur le dernier poste, chaque année, une nouvelle responsabilité. D'ailleurs, je viens de reprendre l'animation de tout un autre pays, totalement différent de celui du Maroc, qui est le Côte d'Ivoire. Et en faisant le recul, je peux résumer les leviers en 3. Le premier, c'est ce mindset que j'ai de responsabilité. En effet, c'est une valeur qui me caractérise le plus. Et je crois sur le fait que c'est une valeur qui est présente chez toutes les femmes, en tout cas. Et j'ai cette culture de je dis, je fais, et cette cohérence entre la parole et l'action inspire confiance aux leaders et aux décideurs. Et il vous confie naturellement des responsabilités de plus en plus avec un champ très élargi. Deuxièmement, pour moi, évoluer, c'est effectivement le courage de oser. Oser dire non lorsqu'il est nécessaire. Oser prendre des décisions et des risques, comme Merim l'avait bien présenté. Oser aussi accepter des challenges qui font peur au début. Et oser aussi aller chercher de l'opportunité. On ne doit pas attendre toujours que l'opportunité vienne nous chercher. Finalement, le troisième levier, si je me permets de dire, c'est la culture d'agilité et de la transversalité. Moi, je l'appelle cross-functionality. Et concernant l'agilité, je suis toujours dans cette approche de dire comment je peux faire mieux, plus vite et durablement. Et d'ailleurs, c'est aussi la capacité de transformer, de mener des changements, mais aussi de s'adapter aux changements. Et d'ailleurs, le Covid, pour moi, a été un très bon exemple pour l'agilité des profils. Et pour la transversalité, c'est cette capacité de travailler avec ouverture, avec ton écosystème, notamment l'équipe directe que tu animes, mais aussi les autres business units, les partenaires, les autorités publiques ou autres. Cette ouverture m'a rendu un profil connu et reconnu. Si je peux résumer, c'est tout simplement cette combinaison entre une entreprise qui offre un terrain de jeu justement incroyable, mais aussi une volonté personnelle d'apprendre rapidement et de se développer au fur et à mesure, mais aussi de considérer chaque opportunité comme une aventure à vivre pleinement. Magnifique. Merci beaucoup Hafsa pour ce partage. Merci à vous toutes pour le partage de vos expériences qui sont à la fois très différentes, mais il y a un socle commun.
En fait, le socle commun, comme vous avez pu le constater, c'est l'humain. C'est l'humain au centre. C'est cette capacité justement d'être dans l'ouverture. Je pense que c'est quelque chose qui a été dit par vous quatre, malgré un background différent, malgré des entreprises différentes. C'est un point qui revient. Il y a aussi l'audace, cette capacité de se mettre en mouvement, de se mettre en action, comme a dit Myriam. Et chemin faisant, il y a des opportunités qui émergent, on va les saisir, on va être à l'écoute, on va se mettre en empathie. Et finalement, on voit que ces soft skills, ce qu'on appelle aujourd'hui les power skills, c'est ce qui permet d'évoluer et d'avancer. En tout cas, merci pour ce partage. C'était important de deep diver, comme on dit, sur votre background, sur votre trajectoire et ce qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Alors, la deuxième partie de ce panel, elle va être beaucoup plus focalisée sur les défis et les challenges et votre vision du métier. Okay. Aujourd'hui, le métier de la supply chain, que j'ai eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à préparer ce panel parce que c'est un métier qui est passionnant, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise. Et c'est aussi le chef d'orchestre parce que vous êtes en interaction avec différents départements, avec différentes fonctions. Et je dirais aussi, en ce moment particulier, on est dans un monde qui est devenu très complexe, on est dans un monde qui est incertain, où tout s'accélère, où il y a une dynamique internationale qui n'est pas simple, et vous êtes au cœur de la guerre. Et donc, du coup, on aimerait comprendre un peu plus votre vision du métier avant de rentrer un peu dans le rôle de la femme. Déjà, le métier en lui-même, quelle est votre vision et comment vous relevez les défis auxquels vous faites face tous les jours. Et pour mieux comprendre, on a préparé quelques questions pour deep diver un peu dans ces défis-là. Donc, Myriam, le supply chain est un univers qui est sous forte pression. Okay, donc, il y a de l'incertitude, il y a de la complexité. Il faut gérer l'urgence, il faut gérer les imprévus au quotidien. Alors, selon toi, quels sont aujourd'hui les leviers les plus importants pour transformer cette pression en performance collective durable? Et qu'est-ce qui a été mis au sein de ton département ou même au sein de l'organisation pour permettre justement de fluidifier, d'automatiser et de pouvoir relever le défi? Alors, merci pour cette question, Selma. Donc, effectivement, dans la supply chain, c'est la pression, l'urgence font partie du quotidien. Donc, ils vont de pair avec ce qu'on vit ou avec notre quotidien. Donc, je vais reprendre encore une fois ce que tu as dit aujourd'hui avec ce qui se passe, et surtout dans le secteur de la FMCJ, donc, qui est en lui-même déjà, c'est un secteur très dynamique, très volatile, donc, parce qu'on dépend beaucoup du marché, donc on dépend du consommateur, donc il y a beaucoup de variabilité. Ces variabilités qui pèsent lourd sur la chaîne de valeur. Il y a de l'autre côté toute la chaîne d'approvisionnement, donc aujourd'hui, elle est devenue très sensible au contexte géopolitique, à tout ce qui se passe en interne ou en externe. Donc ça aussi, en fait, ça dépend aussi de ce qui se passe au niveau des autres départements. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la supply chain, on est au cœur des organisations. Donc, et vu la complexité de la chaîne, donc on dépend des autres départements, je dis bien le commercial, l'industriel, la finance, etc. Donc tout ça, ils font qu'ils ont des contraintes qui versent toujours dans la supply chain. Donc, oui, donc pour parler des leviers qui permettent d'atteindre une performance, non seulement une performance, mais une performance durable. Donc, je pense qu'on est toutes plutôt alignées là, et tous alignés là-dessus. Le premier levier, c'est l'humain. Et c'est indiscutable parce qu'aujourd'hui, une entreprise, elle peut avoir les meilleurs outils, elle peut avoir les moyens les plus up-to-date, elle peut avoir les meilleurs processus. Mais on est clair que si les équipes, ils n'ont pas une vision claire, ils n'ont pas, en fait, ils ne rentrent pas tous
dans le même sens. Ils ne sont pas ramenés avec une seule et unique motivation vers un même objectif. Donc là, on ne peut même pas parler de performance durable. Non, il n'y a même pas lieu de parler de performance à la base. Donc aujourd'hui, chez les eaux minérales d'Ulmez, avec mes équipes, donc on travaille beaucoup sur la clarté, sur la communication, sur la disponibilité. Et ça, au fait, ça passe par, bien évidemment, un élément très important qui est la donnée. Donc la donnée, l'utilisation de la donnée, l'analyse de ces données, les tableaux de bord, les KPIs, etc. Mais aussi par des processus, notamment le SNOP, qui est un processus qui orchestre l'ensemble des parties prenantes et les rassemble autour de la même priorité. Alors le deuxième levier, je vais parler au niveau de la supply chain, il est très important d'avoir la capacité de passer d'un mode ou d'une logique de réaction vers une logique de proactivité et d'anticipation. Donc aujourd'hui, bien sûr, la planification, l'anticipation, la préparation sont des éléments clés pour réussir, je dirais pas uniquement les objectifs ou atteindre les objectifs de la supply chain, mais pour atteindre les objectifs business. Et dans ce sens, il y a un élément très important, et c'est le troisième levier qui est la digitalisation, l'automatisation. Donc aujourd'hui, bien sûr, nos équipes, ils font beaucoup d'efforts, ils sont disponibles. Il faut savoir que le métier de la supply chain, c'est un métier très opérationnel. Il y a beaucoup de manuels, il y a beaucoup de physique. Mais alhamdoulilah, grâce aux outils qui sont disponibles aujourd'hui sur la place, on a pu développer beaucoup de solutions qui ont rendu le quotidien des équipes plus facile, mais aussi plus valorisant. Et donc, je vais citer dans ce sens deux projets très importants qu'on a pilotés chez les eaux minérales d'Ulmez. Donc, le premier, c'est le Channel Forecasting, powered par l'intelligence artificielle. Donc, c'est un outil basé sur l'intelligence artificielle qui permet d'élaborer des modèles de forecast par canal, en incluant tous les inputs liés au marché, liés aux consommateurs, liés aux événements, calendrier des événements, calendrier des promotions. Donc déjà, aujourd'hui, toute cette partie, elle n'est plus traitée manuellement par l'équipe. Au contraire, les équipes aujourd'hui se penchent plus sur l'analyse de ces outputs, de ces modèles et l'implémentation de ces modèles auprès des différentes parties prenantes. Alors le deuxième projet structurant que je suis toujours fière de citer, c'est le Smart Warehouse. Donc le Smart Warehouse, c'est un concept de magasin intelligent, donc comme son nom l'indique, et c'est un bloc avec zéro intervention humaine. C'est-à-dire, et là, grâce à ça, on est passé, bien sûr, sur une partie des opérations, sur une partie des sites, parce que c'est une première phase. Inch'Allah, il y aurait des projets similaires dans le futur, d'un travail manuel basé sur la manutention, le handling, la manipulation des palettes. Et on connaît tous que la palette de l'eau, c'est une palette assez lourde, vers un système qui gère tout le stock de produits finis de bout en bout. Donc, il prend la palette, il prend toutes les informations liées à la traçabilité, il la gère en FIFO, il y a un outil d'aide à la préparation des commandes. Et là, en fait, toute l'équipe s'est orientée vers déjà la maîtrise de cet outil d'IA, donc ce qui est bien. Donc on a pu porter les équipes vers le haut et leur apprendre un nouveau métier digital et IT. Et en fait, en termes de physique, donc ils sont plus disponibles, ils peuvent, c'est-à-dire se focaliser sur des tâches ou des actions à forte valeur ajoutée. Super, en tout cas, Myriam, ça a l'air passionnant.
On sent la passion dans le partage et on voit clairement finalement comment l'IA, comment le digital, la data peuvent fluidifier, faciliter le travail, mais toujours avec cette vision human-centric. Et surtout, tu as mentionné l'importance d'avoir un cap, l'importance d'avoir une vision et d'embarquer tout le monde. Et par la suite, dans le troisième bloc, on va voir justement le fait d'être femme leader dans ce domaine-là, comment ça vous aide et comment ça permet d'exercer le leadership. Alors, merci beaucoup, Mriem. Sarah, toujours dans la même thématique. Aujourd'hui, c'est un métier où il y a beaucoup de défis, énormément de défis. On parle beaucoup de digitalisation, on parle beaucoup d'automatisation, etc. Mais au-delà de la technologie, justement, comment ça se passe pour la prise de décision, pour la collaboration transverse? Si tu peux partager avec nous ton expérience au sein de NutriCorps, mais aussi tes expériences précédentes. Alors, en fait, comme mentionné par Mriem, le défi de la digitalisation, il est vraiment au cœur de nos métiers. Si je prends par exemple le SNOP dont tu as parlé aussi, Mriem, il est vraiment au centre, c'est-à-dire comme département Sales and Operation Planning, on part de la demande, vraiment du signal de demande qu'on essaie de capturer, et puis on le suit tout au long de la supply chain pour en faire un produit fini qu'on va ensuite commercialiser et exporter partout dans le monde. Tout le long de cette chaîne, en fait, il y a un flux physique, certes, mais il y a un flux aussi informatique et beaucoup de données. Et aujourd'hui, je trouve que le nerf de la guerre, c'est vraiment la gestion de ces données. Parce que quand on a de la data, il faut d'abord qu'on sache de quelle data il s'agit, parce qu'il faut qu'elle soit disponible. La qualité de ces données, déjà, il faut la cleaner, enfin, si on a des outliers ou là, du bruit ou la whatever, et il faut aussi la maintenir. On parle beaucoup de mise à jour, de système de process pour s'assurer que la data, elle est clean et à jour. Et ensuite, en fait, il faut surtout, comme on a dit, en fait, on est au cœur, on est l'orchestre un peu, enfin, de l'entreprise et on est orienté business, c'est-à-dire à tout moment, il faut qu'on supporte en fait le decision making, surtout les maillons en fait de la chaîne. Et il faut que cette data, elle soit en fait the single source of truth. Il faut qu'elle soit l'unicité de la data across the whole supply chain. Et ça, c'est un gros challenge. Et aujourd'hui, certes, quand on parle de digitalisation, on a l'impression qu'on vulgarise un peu le sujet parce qu'on est dans une ère technologique sans précédent. On a des algorithmes de plus en plus robustes. On parle de machine learning. Quand tu as parlé, Mriem, par exemple, de ce que tu fais dans la prévision de vente, on a des algorithmes de plus en plus puissants. Mais regardant les choses en face, on est dans un environnement qui est de plus en plus incertain. C'est-à-dire on est dans la volatilité. La seule constante aujourd'hui, c'est le changement. Et face à ce changement et à cette volatilité, les outils, quand bien les plus intelligents et les plus robustes, vous voyez en fait ce qu'on donne comme données peut-être sur le passé, elle est peut-être vite, rapidement obsolète. Ou là, elle n'est peut-être pas aussi clean qu'on souhaiterait. Et si on n'a pas en face en fait l'élément et l'intelligence humaine et les bonnes en fait capabilities et skills pour le decision making en fait, pour prendre les bonnes décisions, on peut se retrouver rapidement en fait overwhelmed ou vraiment passer à côté du cœur du souci et de la résolution de problèmes si on n'en fait pas le bon usage. Pour clôturer, en fait, pour moi aujourd'hui, la digitalisation, c'est vraiment le fondamental, c'est la donnée. Parce qu'on aura peut-être le meilleur outil, mais garbage in, garbage out. Il faut vraiment avoir une donnée clean et one single source of truth. Et il faut en face avoir l'élément humain, les bonnes skills et la bonne intelligence humaine pour faire en sorte que la technologie aussi robuste, qu'elle soit aussi innovante, qu'elle soit au service des femmes et des hommes et pas l'inverse. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Donc, pour résumer, la technologie au service de l'humain. Et donc, on revient à cette vision toujours human-centric. Merci beaucoup pour les insights. Alors, Dounia, entre maîtrise des coûts, disponibilité produits, gestion de stock, comment justement concilier l'optimisation de stock, l'agilité, les enjeux de la green supply chain et quel rôle joue l'innovation circulaire dans les chaînes logistiques de demain?
Alors, je dirais que une équation de stock équilibrée reste la variable la plus complexe et la plus sensible de notre métier. Nous cherchons constamment en fait à créer de la valeur tout au long de la chaîne, soit par de la performance financière, soit par de la satisfaction client ou encore l'optimisation de stock. Donc pour moi, l'enjeu, c'est justement de construire une supply chain qui est performante, qui est agile et qui est en fait responsable. Donc pour moi, il y a 3 leviers très importants. Le premier, c'est d'avoir un business planning qui est 100% intégré, c'est-à-dire on ne travaille plus en silo, on est dans une ère où toutes les fonctions travaillent sur la même data et ont des objectifs communs. Et donc à partir de là, on commence à avoir une supply chain qui est précise et qui est plus performante. Le deuxième levier pour moi, ça serait de renforcer en fait ce demand planning par de la data du stocking trade. Donc l'introduction du stocking trade dans cette équation est très importante parce que ça nous permet en fait d'avoir un demand qui est plus accurate et également plus anticipé. On arrive à anticiper. Donc on n'est plus dans la réaction face à des urgences, mais on est surtout en train de piloter. On passe en mode pilotage. Et donc là, ça nous ouvre aussi la porte vers beaucoup plus d'agilité. Et le troisième levier, qui pour moi est un incontournable de nos jours, c'est justement l'intégration de cette green supply chain dans notre équation de stock. Donc c'est une vision d'ailleurs que je partage avec les engagements de L'Oréal Maroc. Alors en fait, nous avons un programme au sein de L'Oréal qui nous permet de s'assurer qu'on respecte les limites planétaires. Alors, comment on respecte ces limites planétaires? Nous sommes en plein shift d'une économie linéaire vers une économie circulaire. C'est-à-dire que nous allons essayer de créer plus de valeur, mais en utilisant beaucoup moins de ressources. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs initiatives ont été mises en place. Je vais en citer quelques-unes. Donc, par exemple, nous favorisons tout ce qui est circularité. Nous sommes passés vers des formats de refill, les recharges. Donc, à partir de là, nous sommes sur l'utilisation de matières qui sont réutilisables et renouvelables. Et par la force des choses, donc nous allons diminuer la consommation de certaines autres matières. Deuxième point, c'est sur le volet logistique. Alors nous essayons en fait de réduire, pour ne pas dire éviter, le fret aérien. Donc d'un côté, en fait, ça nous permet de réduire les émissions en CO2, en carbone. Et puis, ça nous permet aussi de réduire nos coûts par la force des choses. Et puis, le troisième point, qui est le plus important pour moi, c'est cette réduction du waste. Donc, on essaye de réduire cette notion de waste tout au long de notre chaîne de valeur, que ce soit de l'éco-conception de nos produits, jusqu'en fait, en passant par les procédés industriels, jusqu'à l'optimisation de stock et dans la planification. Donc, aujourd'hui, cette approche, en fait, elle va au-delà des murs l'oréaliens. On va étendre, en fait, cette approche à tout l'écosystème. C'est-à-dire, on essaye de créer de vrais partenariats solides avec nos retailers, avec nos distributeurs, pour qu'on puisse ensemble trouver un plan commun et des solutions pour justement réduire ce waste. Donc, tous ces leviers, en fait, sont de vrais leviers de performance. Et je dirais que pour moi, la supply chain de demain, c'est une supply chain qui est d'abord collaborative, prédictive et surtout durable et circulaire. Super, merci beaucoup pour ce message, Dounia. Donc je retiens, c'est une supply chain de demain collaborative, prédictive et durable. Un message très positif justement pour les métiers du futur. Alors Hafsa, le pilotage de la supply chain exige aujourd'hui de gérer en temps réel la performance, les flux, les KPI, on en a parlé, la mobilisation des équipes. Donc la question pour toi, c'est dans cet environnement sous pression, on l'a vu, hein, il y a la complexité, l'incertitude, les variabilités. Comment pilotez-vous la complexité et comment vous prenez les bonnes décisions au quotidien? C'est une question très intéressante. Et actuellement, la supply chain n'est plus une fonction de support, mais c'est un levier de performance pour l'entreprise. Et il est caractérisé par la complexité. Et cette complexité, bien évidemment, doit être bien pilotée pour performer par la suite. Et finalement, nous, chez Decathlon, on a de la chance actuellement parce qu'on est en train
vivre une transformation très forte digitale aussi, qui nous permet de mettre à disposition des outils pour suivre en temps réel les KPI, que ce soit opérationnel, économique ou même humaine, pour pouvoir prendre des décisions. Et je peux citer quelques exemples. Par exemple, actuellement, on a un système de demand planning, justement, qui s'appelle FluFast, à travers lequel on doit faire descendre des quantités en flux tendu, plutôt, à l'entrepôt, et non pas au magasin. Ça veut dire, en entrepôt, actuellement, on fait des réceptions à l'unité. C'est très compliqué comme outil, mais aussi comme process qui nécessite une gestion assez spécifique, mais aussi des décisions qui se prennent au quotidien pour libérer de l'espace, pour avoir plus de visibilité sur ce qui va venir, qu'est-ce qu'on va faire descendre au magasin. Mais ça nous a permis de gagner en termes de coûts, surtout, parce que finalement, on diminue ce qu'on appelle SLT, c'est Stock Lifetime de nos produits, mais aussi de faire descendre les quantités voulues au magasin et non pas avec des colis complets, et même pour l'entrepôt. D'autres outils, c'est plutôt des dashboards de KPI. Là, on peut voir au cours de la semaine où on est par rapport au lead time du transport international, de promesses de dédouanement, de SLA d'entrepôt, et aussi de se comparer avec d'autres pays, justement pour voir s'il y a des pays qui sont, je dirais, très performeurs en termes de lead time du transport international. Un petit chat aux équipes China, par exemple, on peut savoir quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons instaurer au sein de notre processus pour justement augmenter cette performance, évidemment. Notre entrepôt aussi, nous avons de la technologie RFID pour toute la partie prélèvement, mais aussi expédition. Ceci nous permet de gagner en termes de productivité, mais aussi de fiabilité. Et qui dit fiabilité, c'est la qualité de prélèvement. Je peux vous confirmer que aussi, aujourd'hui, nous avons un taux d'erreur qui ne dépasse pas les 0,004%. Et qui dit fiabilité, qualité, c'est moins d'erreurs aussi au sein de magasins, et c'est plus d'heures déployées pour être disponible pour le client que de gérer des erreurs qui sont de la part de la logistique. C'est des exemples qui nous permettent vraiment de piloter cette performance. Mais vous avez cité aussi la partie incertitude. Je pense que je vais se focaliser plus sur cet aspect, puisque mes collègues, ils ont aussi trop parlé de la performance de façon générale. Mais de ma part, je dirais aussi gérer sous pression. Parfois, on a tendance à vouloir tout faire en même temps. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'instaurer ce sens de prioriser. Et c'est simple. Pour prioriser, il faut prendre en considération 3 éléments importants. Le premier, c'est la sécurité. Aucune décision ne justifie prendre un risque humain. Deuxième chose, c'est toujours de se mettre à la place du client. Cette décision, elle aura quel impact pour le client ? Elle va impacter la disponibilité, elle va dégrader la qualité, il va influencer la satisfaction. Et finalement, toujours penser efficience. Quel est l'impact coût et délai sur cette décision? Et finalement, la supply chain, comme je l'ai bien dit, c'est très complexe. Ce n'est pas évident qu'elle soit gérée par une seule personne. Donc, il nous faut une mobilisation humaine. Et mon rôle, c'est de créer une chaîne de décision agile sur laquelle je dois s'assurer que toute l'équipe a les moyens nécessaires, mais aussi l'autonomie pour décider à leur niveau. Et avoir cette autonomie de comprendre le pourquoi, parce que finalement aussi la digitalisation veut dire savoir lire les alertes et savoir pourquoi ces alertes ils s'allument, et du coup décider en fonction. Pour conclure, ce que je peux dire sur cet aspect-là, piloter dans l'incertitude, c'est garder la tête froide avec des chiffres, mais aussi les pieds sur le terrain, c'est important, avec des hommes et des femmes. Et c'est ce mix entre la technologie, mais aussi la partie humaine, qui fait que la pression pourra se transformer en performance finalement. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup Sarah, et merci pour cette belle conclusion. La technologie au service de l'humain, garder la tête froide avec un ancrage sur le terrain, une vision customer-centrique, mobiliser les équipes, avoir un cap, embarquer tout le monde vers la même stratégie.
En tout cas, bravo à vous d'avoir relevé ce défi dans ce monde VUCA ou qu'on appelle maintenant banni. Et justement, donc on a parlé des défis. Là, on va parler d'un autre défi. Je pense que le sujet d'aujourd'hui, il porte aussi au-delà du métier du supply chain et des différents challenges qu'on a de par le métier. Mais la question d'après, qu'en est-il de la place de la femme, justement? Donc, la supply chain est un métier qui est connu historiquement comme un métier masculin. Mais de plus en plus, il y a des femmes dans ce métier. Et d'ailleurs, je vous félicite tous pour ce beau parcours, cette belle trajectoire. Mais on va parler maintenant de la réalité du terrain. Okay, un partage authentique sur les défis que vous avez peut-être vécus ou pas sur le terrain, autant que femme, dans un métier très challengeant, équilibrer la vie perso et pro, recevoir des appels tard avec des urgences. Voilà, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de pression et on aimerait bien explorer ce point-là avec vous. Et donc, du coup, la question pour Dounia, peut-être, pour démarrer. Tu as évolué dans un environnement multiculturel, mais qui reste quand même un environnement masculin. Et selon toi, c'est quoi le vrai défi, le vrai challenge? Comment tu as pu justement construire ta légitimité autant que femme, autant que directrice de supply chain dans des environnements très différents? Alors oui, effectivement, j'ai évolué dans certains environnements qui sont très masculins. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que la légitimité ne se construit pas uniquement par la fonction. Donc il est vrai que l'expertise technique est nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire que pour moi, le défi, il est profondément humain. Dans nos métiers, en fait, on est en train de gérer en permanence des urgences, de la résistance au changement, des agendas qui sont souvent très divergents. Et en fait, c'est là où le leadership devient un vrai levier. Moi, durant ma carrière, en fait, je me suis rendu compte que ce qui a fait la différence, c'est justement développer cette capacité, comme elle a dit Sarah d'ailleurs au début, mais développer cette capacité à écouter l'autre, à comprendre les enjeux de chacun, à en fait créer un climat de confiance, à démontrer en fait l'intérêt de ce qu'on fait et essayer de convaincre sans pour autant imposer, à fédérer en fait l'ensemble des stakeholders et créer cette adhésion. Donc je dirais que c'est beaucoup de pédagogie, d'intelligence relationnelle, mais aussi situationnelle. Et ça, c'est important dans nos métiers de nos jours. Il y a une autre dimension aussi qui est très importante pour moi, c'est la persévérance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous le savons tous, la légitimité, elle se construit dans la durée. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut être patient, ne pas lâcher et continuer à avancer dans cette constance, même si on rencontre en fait de la résistance. Et des fois, on a carrément des doutes. Donc, mais il ne faut pas lâcher, il faut quand même continuer. Donc, cette légitimité ne se construit pas dans l'autorité. Pour moi, la légitimité, elle va plutôt se construire en fait dans cette constance, dans la crédibilité technique et surtout dans le leadership humain. Et en fait, l'ensemble de ces compétences et de ces skills sont aujourd'hui très importants dans nos métiers. Magnifique. Donc, Dounia, ce que j'entends, c'est finalement avoir cette capacité de fédérer, cette capacité d'embarquer, cette capacité de pouvoir lever les résistances aussi, d'être à l'écoute et d'exercer son leadership. Finalement, c'est un atout. Et donc, ça t'a permis aussi d'évoluer et de prendre pleinement ton rôle et ta place dans cette fonction qui est très challenging. Tout à fait, Selma. En fait, c'est très important parce que ça permet de lever des barrières et ça permet également d'avancer et donc d'atteindre des objectifs qui sont finalement communs et non pas individuels à la supply, mais des objectifs qui sont communs à l'entreprise.
Super. Merci beaucoup, Dunia. Alors, Myriam, pareil. Donc, selon toi, selon ton expérience, selon ton vécu, selon ton parcours, quelles sont aujourd'hui les qualités essentielles pour réussir autant que femme en supply chain? Et justement, qu'est-ce que le fait d'être femme a changé dans ta manière de manager, de gérer, de piloter l'activité? Alors, pour la première partie de ta question, donc réussir la supply chain, peu importe le genre, il y a des must-have. Je vais pas encore reprendre la complexité pour ne pas être trop dans la négativité. On veut pas faire peur aux gens du métier, au contraire, mais je vais dire c'est de la complexité constructive, mais qui nécessite beaucoup d'agilité. Donc ça, c'est un atout qu'il faut absolument développer. En fait, pas uniquement au niveau de soi-même, mais avoir toute une équipe agile, capable de répondre à des besoins qui tombent à la dernière minute. Là encore, je vais highlighter la spécificité des secteurs. Il faut dire qu'au niveau de la FMCG, je pense que vous allez partager ça avec moi, c'est un peu plus complexe. Mais l'agilité, c'est très, très important donc dans la réaction, dans la proaction, la proactivité, mais aussi dans la prise de décision. Et cette agilité, en fait, elle doit être complète, c'est-à-dire il faut aussi avoir une vision claire et globale. Oui, je dois prendre une décision très rapidement, mais il faut en même temps que je sois capable de mesurer l'impact de cette décision, donc l'impact financier, l'impact sur le business, l'impact sur l'organisation, etc. Le deuxième point qui est c'est-à-dire un atout très très important, c'est la disponibilité. Donc la supply chain, c'est un métier très opérationnel. En fait, c'est stratégique. C'est vrai que c'est stratégique si on regarde ça du point de vue entreprise, mais concrètement parlant, c'est très opérationnel. Donc, tout le monde, je pense, gère des équipes qui travaillent les 3 shifts. C'est des rotations, c'est un flux continu. Donc, la disponibilité, c'est un point très, très important. Mais quand je dis disponibilité, ce n'est pas une disponibilité physique d'une même personne, parce que ce n'est pas vraiment un modèle qui va réussir si on dépend tous d'une même personne, mais c'est la disponibilité donc d'une personne, de l'équipe qui sera capable d'arbitrer, de répondre aux questions stratégiques, de donner des feedbacks, d'accompagner, etc. Donc je pense que c'est les 2 atouts qui font que nécessaires pour réussir le métier de supply chain. Maintenant, autant que femme, je pense que ça c'est naturel et ça a été repris par Sarah, par Dunia aussi. Donc c'est l'écoute. Donc l'écoute, c'est très important. Donc l'écoute, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire l'idée, c'est de ne pas donner des ordres, s'attendre à des résultats, mais c'est-à-dire put yourself in their shoes. Et ça permet de créer un environnement de confiance et ça permet aussi d'améliorer la réactivité et c'est-à-dire la productivité des équipes. L'autre point que personnellement, mon passage ou mes expériences dans le métier, mes années d'expérience dans le métier de la supply chain m'ont permis de développer aussi, c'est la résilience. Donc oui, il faut dire que maintenant ça l'est beaucoup moins, mais il faut dire que le métier de la supply chain, de la logistique, surtout en opérationnel, c'est très masculin. Donc sur le terrain, donc on est amené à plus faire preuve et prouver qu'on est capable de délivrer les mêmes résultats, si ce n'est pas de meilleurs résultats. Donc ça m'a permis personnellement de développer ma résilience, mais aussi la consistance et surtout dans mon mode de management.
Donc avec les équipes, comme avec les peers, donc comme avec le top management aussi. Et par rapport à mon rôle de femme aussi, donc en fait, il faut dire que personnellement, j'ai eu le privilège d'évoluer dans une entreprise qui est l'idée par une femme. Donc, chez les Eaux Minérales d'Oulmès, avoir un leadership fort comme celui de Madame Mriem Ben Saleh Chkroun, ça avait un grand impact sur moi, sur ma carrière, sur ma vision de mon développement personnel au sein de l'entreprise, mais aussi d'une manière générale. Donc, avoir une femme à la tête d'une entreprise, d'une grande entreprise marocaine qui a plus de 90 ans, et avoir en fait évolué aussi dans un comité de direction qui est constitué à hauteur de 50% par des femmes. Donc, c'est des éléments qui me permettent personnellement et qui permettraient, je pense, à toute femme dans ma position d'oser prendre de relever des challenges, prendre des risques, gérer des projets ambitieux et avoir plus de volonté et plus d'engagement pour atteindre des résultats, des résultats escomptés ou une bonne performance durable comme on l'a toujours appelé. On l'a tout à l'heure appelé, pardon. Merci beaucoup, Mriem. Donc, l'importance aussi des rôles modèles, parce qu'à la fois, vous êtes dans une entreprise où l'équipe dirigeante, c'est des femmes, et c'est des rôles modèles aussi. Et donc, l'importance aussi de la résilience, l'importance d'être dans ce leadership, servant leadership, un leadership qui est à l'écoute, qui est dans la bienveillance. Et je pense aussi de la passion, hein, parce que quand moi-même j'ai passé les entretiens avec vous, j'ai senti ce qu'il y avait le dénominateur commun, c'est cette passion pour le métier. Et je pense que c'est quelque chose qui est incarné à travers vos 4 expériences. Alors ça pareil, justement dans cet univers-là masculin très exigeant, selon toi, quels ont été les principaux défis et comment tu as réussi justement à créer cette confiance et prendre cette place et ce rôle que tu as aujourd'hui? C'est une question qui me tient à cœur d'ailleurs, parce qu'à l'âge de 29 ans, je suis déjà directrice logistique à Decathlon. Ça n'a pas été évident. Mais contrairement à Mriem, c'était des hommes qui m'ont fait confiance au début. Ce ne sont pas des femmes. Et actuellement, c'est une femme aussi qui me fait confiance. C'est la directrice de notre zone Middle East et Africa. Elle gère tous les flux logistiques de la zone. Mais réellement, au début de ma carrière, c'était plutôt des hommes qui m'ont fait confiance pour me donner plus de responsabilités. Après, pour asseoir ma légitimité, si je me permets de dire, j'ai misé sur 2 leviers principaux. Le premier, c'est le terrain. Je n'ai jamais cherché à m'imposer à travers le titre, mais plutôt à travers la maîtrise de flux, poser des questions sur le terrain, challenger les réponses, apporter des solutions sur des périmètres que je n'ai jamais animés. Et cette cohérence aussi entre la parole, mais aussi les principes, fait que la confiance se regagne de façon très naturelle. Et cela m'a permis d'évoluer aussi rapidement et de m'imposer auprès des équipes et des partenaires. Et du coup, c'était un des leviers importants. C'est la compétence qui apparaît, que ce soit soft skills ou hard skills, et le genre qui disparaît au fur et à mesure. Deuxième chose, c'est tout simplement imposer un style managérial qui me parle et leadership. Je m'explique plus. Ça veut dire que j'adore toujours une phrase qui me caractérise le plus. C'était un des leaders qui me l'a dit, c'est animer. J'anime avec une main de fer dans un gant de velours. Pour moi, la main de fer, c'est plutôt la rigueur, l'exigence, que ce soit vis-à-vis des équipes, mais aussi des partenaires et des business units avec qui je travaille, mais aussi dans un gant de velours. C'est cet aspect féminin que j'ai, avec l'écoute active que vous avez parlé, mais aussi l'empathie et la collaboration. Et finalement, de prouver que cet aspect féminin, ce n'est plus une faiblesse,
mais plutôt un atout principal pour gérer des organisations et des périmètres très complexes. Finalement, pour résumer, ce n'est plus le genre qui définit le style de leadership, mais plutôt c'est le profil qui est derrière cette responsabilité et ce périmètre. Et je suis toujours restée fidèle à moi-même, que ce soit vis-à-vis des partenaires ou face à une équipe directe. Je suis authentique, directe et orientée solution. Donc, c'est ça. Magnifique. Merci beaucoup. Ça, moi, je retiens un main de fer dans un gant de velours. C'est une très belle métaphore, justement, et qui montre comment on peut relever les défis et grâce à nos atouts, autant que femmes. J'aime bien parler, moi, du féminin, parce qu'en chacun, il y a le féminin, il y a le masculin, et pareil chez les hommes, il y a le masculin, il y a le féminin. Et on a beaucoup parlé du féminin, qui est cette capacité, justement, d'embarquer, de fédérer, d'être à l'écoute, de l'empathie et qui aide à relever le défi de ce métier. Alors Sarah, pareil, donc un métier exigeant, forte pression, charge mentale importante. On ne peut pas parler de la place des femmes dans ce métier-là sans parler du work-life balance, de parler de équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle, autant que directrice, autant que maman, autant qu'experte, autant que responsable, autant que leader. Et justement, quel est le conseil que tu as à nous donner pour créer cet équilibre, je dirais, très sensible et auquel on aspire toutes et tous? C'est la question difficile. Ouais. Moi, j'ai pas de réponse magique. Elle n'existe pas. Mais on jongle au quotidien. Je vais dire, mais je veux pas, comment dire, sound arrogante, mais pour les professionnels de supply chain que nous sommes, je pense quand même qu'on est organisé de façon supérieure à la moyenne. Du coup, pour moi, en fait, la force de gérer cet équilibre entre la maison et le travail, je vais puiser cette force dans le collectif. Vraiment dans le pouvoir de la délégation, de déléguer. Et ce que tu disais, ça dans le travail, c'est que nous, on est très bien organisés, on priorise. Ben, c'est pareil dans la maison et c'est pareil dans le travail. Et quand je dis le collectif et délégué, c'est-à-dire dans mon équipe avec mes collaborateurs, je vais chercher vraiment à faire grandir les gens de façon à ce qu'on puisse s'appuyer en fait sur ses collaborateurs. Et le fait de déléguer, ce n'est pas se débarrasser. En fait, c'est aussi des opportunités qu'on donne en fait à ses collaborateurs. Et puis l'exemple aujourd'hui, si je suis là cet après-midi, c'est que j'ai bien des gens sur qui je peux compter. Et à la maison, pareil. Bah, ça va du personnel qu'on a à la maison, des gens en qui on a confiance, sur qui on s'appuie et qui nous aident énormément et qui nous permettent de faire notre travail qu'on aime et qu'on exerce avec tant de passion. Du coup, voilà, l'organisation au travail, à la maison et les priorités. Moi, je vais dire quelque chose, bon, c'est une anecdotique, mais moi, je ne fais pas les devoirs avec mes enfants tous les jours. Mais par contre, je suis là au spectacle, même quand ils ont une toute petite phrase à lire devant un public, ben, je suis là. Mais les devoirs, ben, je délègue, comme je délègue pas mal de choses. Et puis, la dernière chose et qui pour moi est très très importante et que des fois, en tant que femme et maman et professionnelle, on oublie, c'est de prendre soin de soi. Parce que si on ne prend pas soin de soi, ben, ça va être très très difficile d'être là professionnellement pour les gens et pour les responsabilités et la charge qu'on a à gérer au quotidien et être là pour les enfants, pour la famille. Et c'est le sport, c'est les moments de détente, c'est les sorties entre amis. Il faut prioriser ça aussi, il faut le planifier. Et moi, je dis souvent, bah, c'est en anglais, c'est un peu plus facile, mais we don't pour from an empty cup. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vient avec le grand sourire et gérer tout ce qui nous tombe dessus, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde. Si on ne prend pas ce temps, en fait, pour nous, vraiment, self-care is not selfish, ce n'est pas du luxe. Il faut prendre du temps pour soi parce que voilà, on a des responsabilités, le quotidien n'est pas évident. Mais alhamdoulilah, autant que femme et en supply chain, on y arrive et avec un grand sourire. Super. Ben, merci beaucoup Sarah pour cette réponse très, très authentique et pragmatique. Hein. Finalement, le work-life balance, chacun a son propre équilibre. C'est aussi des choix. C'est gérer ses priorités et c'est gérer aussi sa famille, planifier, organiser.
et choisir ses moments, choisir ses batailles. Alors, je sais que le sujet, il est hyper passionnant, donc on a voulu prendre le temps justement d'adresser les différents sujets. Et pour arriver à la fin, la dernière question qui reste justement, c'est quel est notre rôle dans la société, quel est notre rôle dans l'organisation pour pouvoir donner l'exemple, pour pouvoir parler de ces métiers-là, pour pouvoir encourager les jeunes qui veulent se lancer dans ce métier qui est passionnant. Et donc, finalement, quelles sont les stratégies de réussite et impact? Okay. Alors, Myriam, peut-être, je démarre avec toi. Si tu as un conseil à donner pour comment dépasser les stéréotypes de genre et rendre ce métier de transport logistique, supply chain, beaucoup plus attractif pour les talents féminins. Et justement, ça serait quoi ce conseil pour les aider à accueillir ces opportunités? Alors, je crois que actuellement, on est au-delà du stéréotype. C'est-à-dire, c'est un métier qui attire déjà beaucoup de femmes, qui a commencé à attirer beaucoup de femmes. On le voit non seulement, oui, c'est vrai qu'on le voit à travers nos équipes, donc là où on travaille, mais aussi on le voit à travers, personnellement, à travers les CV que je reçois, que ce soit pour un stage fin d'études ou encore pour une candidature pour intégrer l'entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, en fait, les jeunes et les étudiants, ils commencent à connaître le métier et ils veulent le faire. C'est-à-dire, ils sont motivés pour le faire. C'est-à-dire, ils ont déjà eu l'occasion de le découvrir. Et des événements pareils sont très importants pour cette découverte et surtout pour cette tranche de personnes, ou cette catégorie de personnes, et donc ils le connaissent et ils ont décidé d'en faire un métier. Donc, et en parallèle, donc il y a beaucoup d'offres, c'est-à-dire d'offres de formation, que ce soit diplômantes ou formation continue. Il y a beaucoup d'écoles qui ont des filières dans la logistique, dans la supply chain, et donc ça rassure un petit peu par rapport justement à cette étiquette de la masculinité de la supply chain. Alors, de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau des eaux minérales d'Oulmès, par exemple, oui, il y a une bonne partie de l'encadrement qui sont des femmes, mais ces 2 dernières années ou ces 3 dernières années plutôt, donc on a intégré des femmes dans l'opérationnel, c'est-à-dire aujourd'hui dans mon équipe, j'ai des femmes qui conduisent des chariots élévateurs. J'ai aussi des femmes, de jeunes femmes, qui conduisent des camions de distribution de 18 tonnes. C'est-à-dire c'est des camions énormes et qui sont aujourd'hui conduites par des femmes. Et d'année en année, on a plus de demandes pour ces métiers. Historiquement 100% masculin, c'est-à-dire là on est loin de l'aspect administratif du métier, c'est-à-dire c'est le terrain. On était surpris de voir qu'il y a plus de personnes, plus de femmes qui veulent exercer ce genre de métier. Donc, par rapport à notre rôle, donc déjà, c'est de partager ce genre d'expérience. C'est-à-dire, au niveau des eaux minérales d'Oulmès, on organise des forums en interne pour que ces personnes qui ont réussi ces métiers, qui ont fait leurs preuves, et le plus important, qui s'épanouissent dans ces métiers, partagent leur expérience avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par exercer des métiers pareils. Et de l'autre côté, donc nous, en tant que leadership team et femmes surtout, donc il faut qu'on consacre un peu de temps pour accompagner, parrainer des personnes qui ont encore cette crainte à franchir le pas et à évoluer dans ce métier, c'est-à-dire pour plus de partage d'expérience, pour un petit peu rassurer et aussi au fait montrer et highlighter le bright side du métier, parce que quand même c'est un métier très gratifiant, donc c'est un métier qui a beaucoup d'avantages. Et voilà, donc c'est très important de partager aussi les bonnes expériences et de parrainer les personnes qui ont une volonté ou même une crainte
à évoluer dans ce secteur ou dans ce métier. Voilà. Donc, partage d'expérience. Et d'ailleurs, je me joins à vous pour féliciter M. Brada et toute l'équipe organisatrice pour l'organisation de ce panel. Pour la première fois, 100% femmes. Et justement, l'idée, c'est de montrer que c'est une filière qui permet de réussir, d'avoir des rôles modèles et d'encourager les jeunes aujourd'hui qui pensent à tracer la voie dans cette direction. Alors, Dounia, aujourd'hui, est-ce que tu vois une évolution justement de la place de la femme dans ce métier? Et selon toi, avec ton expérience chez L'Oréal ou les entreprises où tu as travaillé avant, quelles seraient justement les bonnes pratiques à mettre en place pour plus d'impact? Alors oui, l'évolution, elle est là. On voit bien que la dynamique s'accélère. Mais par contre, je dirais qu'on a encore du chemin à faire. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui favorisent cette diversité, en fait. Et donc, elles voient comment inclure cette diversité parce qu'il y a une prise de conscience que c'est un vrai levier de performance, cette diversité-là. Aujourd'hui, pour changer ces mentalités et cette culture, pour moi, il faut rendre visibles les rôles féminins. C'est-à-dire, quand des jeunes femmes voient les réalisations d'autres femmes, en fait, ça peut complètement changer leurs ambitions, leurs perspectives et leurs projections. Donc ça aide aussi. D'un autre côté, je pense que l'inclusion, on peut l'avoir dans notre quotidien. C'est-à-dire en faisant un management participatif ou via du mentoring ou via du sponsorship. Donc tous ces éléments-là vont faire que ce sont des actions qui vont amener à développer cette diversité et cette inclusion. Alors il est vrai que dans le passé, j'ai évolué dans certains environnements très très masculins, mais aujourd'hui j'ai la chance en fait de travailler chez L'Oréal Maroc où cette inclusion fait partie de notre ADN. Donc aujourd'hui, chez L'Oréal Maroc, dans la direction des opérations, plus de 60% des effectifs sont des femmes. Donc, et notre directrice générale est également une femme, donc première femme marocaine chez L'Oréal Maroc. Donc je dirais que on voit que le leadership féminin, il est à tous les niveaux de la supply chain aujourd'hui chez L'Oréal Maroc. Et également, c'est-à-dire cette image, elle est également reflétée au sein du groupe où 50% des rôles techniques, et opérationnels et scientifiques donc, sont occupés par des femmes. Et nous avons carrément un programme qui s'appelle le Women in Operation, qui est là justement pour s'assurer que des métiers qui sont traditionnellement masculins sont assurés par des femmes. Donc il y a cette dynamique en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette inclusion, en fait, elle va au-delà du corporate. Donc nous avons par exemple ici chez L'Oréal Maroc ce qu'on appelle de la logistique inclusive. Nous collaborons avec l'association Anaïs donc pour favoriser justement l'insertion de femmes de profils très diversifiés dans les métiers d'opération. Ou alors, aujourd'hui, nous soutenons une coopérative de femmes dans la région de l'Ourika pour l'approvisionnement de matières premières. Donc, on voit bien que L'Oréal Maroc, elle participe pleinement dans l'émancipation des femmes marocaines dans les opérations, en fait. Et en fait, je dirais que aujourd'hui, les femmes aussi pilotent des projets de transformation, digitale ou non. Les femmes aussi optimisent toute la chaîne logistique. Et les femmes aussi œuvrent pour s'engager et ancrer cette circularité et durabilité dans nos métiers. Et si aujourd'hui, nous avons l'exemple concret de certaines entreprises qui ont réussi à le faire, en fait, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire ailleurs. Merci beaucoup, Dounia. En tout cas, ça fait plaisir de voir le leadership féminin et ses prises de conscience et de voir aussi des organisations au Maroc qui mettent en place tout un programme inclusif pour l'équité, pour la mixité des genres. Merci beaucoup pour le partage. Alors, Hafsa, justement, j'aimerais avoir ton regard sur comment accélérer la féminisation des métiers techniques et fonctions dirigeantes
pour en faire un vrai levier de performance, d'innovation. Et si tu as des best practices ou retours d'expérience à partager avec nous de Decathlon. En effet, moi personnellement, je suis fan du modèle Decathlon, même si je fais partie de ces équipes, mais je reste fan. Parce que finalement, l'inclusivité aussi et la diversité, ça fait partie de ce que nous l'appelons fondamentaux humains, sur lesquels on se concentre plus sur la femme. Nous encourageons la femme d'oser, et mon parcours pourra être un bon exemple pour prouver que finalement, le profil qui compte et non pas le genre. Nous avons plusieurs programmes pour soutenir la femme. Moi-même, je suis inscrite dans un programme qui s'appelle Women Leadership pour accompagner les femmes leaders dans Decathlon Worldwide. Limite, c'est un programme de coaching à travers la pression dans les périmètres que nous avons. On a besoin de plusieurs outils pour pouvoir faire face à cette pression et bien d'autres composants de ce fameux programme que nous avons, très inspirant. Nous avons aussi un KPI de gender balance, c'est très important. Sur chaque année, chaque leader entité elle reçoit un calcul de son KPI pour dire voilà, sur le gender balance, il faut faire quand même plus d'efforts en termes de femmes. Nos entrepôts aussi, nous favorisons la complémentarité de soft skills parce que finalement, si je parle de la transformation, c'est un élément qui nécessite d'agilité et de flexibilité, des qualités fortement portées par la femme. Et du coup, la présence de la femme pour mener la transformation est très importante. Nos entrepôts aussi, on trouve des opératrices qui font du peacekeeping, qui conduisent aussi des engins à côté des hommes. Et nous voyons que clairement, ça améliore l'ambiance au sein de l'entrepôt et ça améliore la communication. Ça veut dire que la femme, elle a vraiment beaucoup de soft skills qui fait qu'il complémente celles de ses collègues masculins. Ce que je peux ajouter en me concernant aussi, c'est de créer un environnement sécurisant et flexible pour la femme parce que finalement, la performance durable nécessite de l'équilibre, comme Sarah l'a bien évoqué. Et concrètement, cela passe par des politiques qui respectent la vie personnelle de la femme. Nous ne pouvons pas attirer des talents féminins si nous n'offrons pas de la flexibilité. Par exemple, chez Decathlon aussi, nous reposons plus sur le principe de la responsabilité. Je recrute des femmes responsables et non pas des horaires. Et croyez-moi, si la femme se sent soutenue, ça va être un vrai levier puissant pour l'innovation. Pour terminer, je vais aussi parler d'un bon exemple que Decathlon Maroc a instauré il y a des années. Ils ont lancé une campagne de vélos pour elles. Ils ont offert des vélos pour des jeunes femmes pour leur permettre de terminer leurs études des douars aux alentours de Marrakech. Le plus inspirant dans l'histoire, c'est que des années après, il y a une femme qui s'est présentée sur l'un de nos magasins à Marrakech pour postuler pour un poste de responsable rayon. Et elle a passé 4 ans de réussite sur ce magasin. Et j'ai entendu parler que cette femme, elle est en train aussi de construire une belle carrière en Chine carrément. Donc vous pouvez imaginer comment une femme, jeune fille qui était juste dans un douar, est-ce qu'elle a imaginé un jour qu'elle aura été carrément dans une autre zone ou là, dans un autre continent tel que la Chine. Finalement, ce que je peux dire, c'est on recrute ou là, on accompagne les femmes, pas par principe, mais parce que je crois sur le fait qu'ils ont une vision qui peut complémenter celle de ses collègues masculins et que nous devons faire ressortir le talent chez ces femmes. Magnifique. Merci beaucoup, Hafsa. Ça fait plaisir de voir... partager avec nous ces success stories, ça donne de l'espoir, c'est un message très positif pour les jeunes femmes qui veulent se lancer dans ce domaine. Et puis, tu as beaucoup parlé de l'importance de créer un environnement favorable pour attirer les talents, pour fidéliser, pour libérer tout le potentiel féminin. Merci pour tous ces partages. Alors, pour finir, avec Sarah, peut-être, ça serait quoi le message que tu aimerais transmettre justement aujourd'hui aux femmes qui peut-être hésitent encore à se lancer dans ce métier ou qui se posent des questions ou qui aimeraient aller encore plus loin? Alors avant de parler aux femmes qui hésitent, j'aimerais revenir sur le constat de Myriam qui fait vraiment chaud au cœur.
c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes et de plus en plus en fait sur le marché en fait des métiers de supply chain et on reçoit énormément de CV. Aujourd'hui, si je parle de mon expérience personnelle, j'ai vraiment décidé moi-même d'avoir une équipe 50-50. Sinon, j'aurais pu très bien avoir une équipe 100% femmes, vraiment parce que les talents étaient là et les CV vraiment étaient disponibles, chose qu'on ne voyait pas avant. Du coup, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent et qui font le pas. Après, à nous, libre à nous, les managers, comme moi, étant femme, je me suis dit, je fais une équipe 50-50 parce que je me suis mise un objectif de diversité et je me dis, j'espère que mes collègues hommes, ils vont faire la même chose et on aura de plus en plus de femmes en fait dans ces métiers-là et un peu partout dans l'entreprise. Pour celles qui hésitent, en fait, je pense qu'aujourd'hui, s'il y en a parmi nous qui se mettent des barrières, je pense que la barrière, it's coming from within. On se met nos propres limites. Et aujourd'hui, pour moi, que ce soit la supply chain ou autre, un métier, il faut l'aimer. Il faut y aller par passion. Et quand on aime, on ne compte pas et il faut se lancer. Et si on a une petite voix qui vient nous dire on ne pourra pas parce qu'une femme ne peut pas être en notre peau, on ne peut pas faire des night shifts, on ne peut pas conduire des gros camions ou autre, écoutez, je pense que c'est ces limites-là, on se les met. Et il faut vraiment se faire confiance, il faut changer le narratif, il faut se parler avec une voix gentille et bienveillante et se dire qu'on peut vraiment tout faire parce qu'aujourd'hui on a l'exemple d'avoir de femmes magnifiques sur ce panel qui arrivent. Je ne pense pas qu'il y a de mal à se projeter et se visualiser dans des postes de responsabilité en supply chain. Voilà, pour moi, s'il y a quelques-unes qui hésitent, il ne faut pas prendre la permission, il faut foncer. Magnifique. Merci beaucoup. Merci pour conclure avec ces belles paroles. Peut-être s'il y a un mot à garder, chacune, ça serait quoi pour finir ce panel, Myriam? Ouais. Je dirais oser. Oser. Donc l'audace, Hafsa. C'est l'agilité. L'agilité, Dounia. Je dirais la passion. La passion. Je vais conclure par l'empathie. L'empathie, magnifique. Merci beaucoup. Merci pour vos retours d'expérience. Merci pour votre générosité. On a tenu jusqu'à 16h. Merci à l'audience aussi d'être resté avec nous jusqu'à la fin pour un sujet qui est passionnant. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses, de l'importance des power skills, de leadership pour pouvoir réussir, de cette capacité d'avoir une vision, un cap, de fédérer les équipes, d'avoir une vision customer-centrique, de placer l'humain au centre, la technologie au service de l'humain et surtout d'avoir cette passion pour le métier et la passion pour servir les organisations, le pays. Et aux jeunes qui se lancent aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là, qui tendent la main, n'hésitez pas. Et puis on en profite aussi pour ouvrir les questions-réponses. Profitez-en, vous avez des experts du métier. Donc on donnera quelques minutes pour vous écouter. Profitez-en s'il y a une question en particulier. Tout est clair? Ouais, exactement. On a une dame, oui. Bonjour à tous. Donc, je réponds au nom de Elena Ibongoyi, étudiante en 5e année Master Commerce International. Ma question est la suivante. Comment évoluer dans un environnement toxique ou limite dans un environnement où on se sent assez inférieur en tant que femme? Alors, qui souhaite prêter la réponse? Sarah? Alors moi je comprends pas pourquoi on va en fait la formulation de la question, pourquoi on va se sentir inférieur. Je pense que peut-être ce que vous voulez dire c'est se sentir en minorité. Parce que inférieur, je pense, avec toute l'humilité du monde, je pense que nous sommes égaux et nous sommes même somehow supérieurs par des performances et par des choses, des réalisations que les femmes y arrivent et se distinguent. Du coup, être en minorité peut paraître en fait difficile.
mais j'ai beaucoup aimé en fait que ce soit Maryam ou Hafsa, quand elles ont parlé de leur parcours, elles ont dit que c'est dans les moments difficiles qu'elles ont grandi le plus. C'est quand on sort de sa zone de confort, quand on a cette opportunité de briller, de faire ses preuves. Ce n'est pas dans le confort et quand ça se passe vraiment comme on le souhaite, qu'on se surpasse et qu'on fait preuve d'agilité. Voilà. Du coup, être une minorité, en fait, si on change de perspective, peut être une force et peut-être en fait une opportunité pour se distinguer par son travail, par la discipline, par la rigueur et aussi par les soft skills, par l'écoute, par l'empathie. On a parlé d'énormément de choses que les femmes apportent au milieu de travail. Du coup, si aujourd'hui c'est un frein ou là, une peur ou là, une crainte, c'est des choses qu'on se met nous-mêmes. Franchement, sur le milieu de travail, sur le terrain, c'est des choses qui n'existent plus ou là de moins en moins. Et on a des exemples concrets pour arrêter de réfléchir à des stéréotypes de ce genre. Voilà. Ouais, Maryam, vas-y. Ouais. Alors, moi, je veux revenir sur un petit conseil qui a été donné par Sarah, c'est la petite voix. Il faut commencer par ça, je pense. C'est-à-dire, déjà, il ne faut pas se mettre dans ce contexte. Non, il n'y a pas d'infériorité. Oui, on est une minorité, mais je pense sur le terrain, on ne réfléchit pas genre, c'est-à-dire on ne regarde pas si on est femme ou homme, c'est-à-dire il n'y a pas de minorité, on est égaux. Après, quand on se met dans un contexte sain, c'est-à-dire hors ces idées, je dirais, un petit peu subjectives, maintenant c'est la compétence qui fait la différence. Oui, c'est vrai que des fois, il faut fournir plus d'efforts. Il faut donner un peu plus, il faut être persévérant, résilient, mais déjà ça commence par, c'est-à-dire partir d'une base que je dirais qui est un petit peu plus saine. Non, il n'y a pas d'infériorité, il y a minorité, oui, c'est-à-dire si on compte nombre de femmes, nombre d'hommes, mais terre à terre, c'est la compétence qui fait la différence. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose qu'a dit Maryam tout à l'heure, au tout début, rappelez-vous, la confiance, elle se construit sur le chemin aussi, c'est-à-dire dans l'action. On se lance et en se mettant en action, eh ben, on renforce notre confiance, on renforce notre expérience, on renforce notre agilité. Donc, osez, lancez-vous, et chemin faisant, les choses prennent aussi. Alors, oui, madame ? Bonjour à tous, je suis Fofana Nabintou, étudiante en 4e année cycle ingénieur génie industriel et logistique. Et merci pour votre prise de parole. Vous donnez toute envie de faire rêver. Mais moi, comme vous avez dit toutes, il y a eu le problème de l'humain au centre. Et en tant que femme, quel est en fait le type de management que vous utilisez pour pouvoir, entre vos collaborateurs et collaboratrices? Parce qu'avec l'humain, ça doit être peut-être difficile. Merci. Merci pour cette question. Je trouve que c'est important de revenir sur la partie humaine aussi. De ma part, je dirais c'est plutôt un management personnalisé. Chaque personne a ses propres compétences, a ses propres points d'amélioration sur qui on doit se reposer pour accompagner, pour au final arriver à l'objectif fixé entre nous. Donc c'est plutôt un management personnalité adapté à chaque typologie de personnalité et de profil. Alors, je suis d'accord sur le management qui s'adapte en fait à chaque personnalité, mais je rajouterai également un management participatif et proche des équipes. Il faut créer en fait cette proximité avec ces équipes, il faut créer des échanges constructifs, il faut même créer des prises de feedback. Et en fait, c'est l'ensemble de ces éléments qui permet en fait d'avancer ensemble en équipe et non pas de façon individuelle. Une dernière question, c'est bon? Yes, tout est clair? Eh bien, super. Encore une fois, merci beaucoup aux participantes. Merci à vous, l'audience. Et puis, à très bientôt. Merci aux organisateurs. Et merci à tous pour cette belle fin du panel. Thank you.